toujours Christian Nexway. Quand on voit le retournement de situation qu'Apple est en train de provoquer sur le marché, comment vous la voyez la situation dans 2, 3 ans, 5 ans? Apple à 80% des OS ou pas? Je crois que c'est une industrie, je parle de l'industrie Information Technology en général, donc c'est l'industrie au sens très large. C'est une industrie qui a tellement de chaos innovateur que personne, même Apple, n'a une garantie de pérennité. Et surtout une société comme Apple qui a tellement de dépendance sur son fondateur et son CEO. Des sociétés comme, lorsque je suis arrivé aux États-Unis il y a 35 ans, IBM était absolument invincible. Et ça a pris du temps avant que les gens s'habituent à penser à IBM comme une société qui était en fait faillible. IBM est toujours une société importante, mais ce n'est pas une société qui mène l'industrie. C'est une société qui participe à l'industrie, mais qui ne l'invente pas. Même chose pour Microsoft. Même chose pour Cisco, une société que je connais bien parce que j'étais en concurrence avec Cisco pendant 20 ans. Cisco maintenant ne mène pas l'industrie. Cisco passe par une phase de désarroi. Et je pense qu'ils vont sans doute se rétablir, mais ils ne vont jamais retrouver la position de prééminence qu'ils avaient auparavant. Et je pense que la même chose va se passer chez Google, la même chose va se passer chez Apple. Pour moi, ça ne fait absolument aucun doute. On n'arrive pas véritablement à envisager les scénarios par lesquels ça va se passer, mais c'est inévitable que ça va se passer. Merci. J'ai une question au niveau de la propriété intellectuelle. Vous disiez que votre première société, Bridge Communications, c'était une extension un petit peu de ce que vous aviez fait chez Zillow. J'imagine qu'à l'époque, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Mais comment est-ce que vous aviez géré ça d'un point de vue pratique pour pouvoir réutiliser ce que vous aviez potentiellement déjà fait chez Zillow pour monter votre société? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est des éléments de présence de brevets ou la potentialité d'avoir des brevets, est-ce que c'est des éléments qui sont importants dans vos investissements? Je sais que ça allait pour certains investisseurs, pas dans social networking probablement, mais probablement dans des investissements plus technologiques, c'est assez important. Et comment est-ce que vous voyez ça aussi comme un risque? Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une industrie du brevet et il y a tellement de sociétés qui ont des brevets qu'aujourd'hui, vous voyez sans arrêt Motorola qui poursuit Samsung, ou Apple, Samsung, ou Huawei. Enfin, tous les jours, il y a des nouveaux risques qui sont générés à cause de cette prolifération de brevets. Comment est-ce que vous voyez ça, de votre point de vue, en tant qu'investisseur? Oui, c'est une excellente question, parce que dans la méthode d'investissement que je préconise, pour moi, ça demande beaucoup de soucis sur tout ce qui est propriété intellectuelle. Donc, je n'investis pas dans des sociétés qui n'ont pas de propriété intellectuelle, donc il faut que je m'assure que c'est véritablement une propriété qui est défendable, qui est différente, et il faut que je m'assure que les autres protagonistes qui ont de la propriété intellectuelle qui a trait à ce domaine, ou bien ne vont pas l'utiliser, ou bien en tout cas ne vont pas l'utiliser de façon offensive directement. Donc ça fait partie du travail de due diligence. Et pour le faire bien, il faut vraiment savoir un petit peu ce qui se passe de façon générale, et puis il faut travailler avec des cabinets d'avocats qui spécialisent là-dessus. Donc pour moi, ça fait partie du métier. Donc l'un des grands risques à évaluer quand on fait un investissement de ce type-là, c'est le risque de propriété intellectuelle. En général, un start-up doit protéger son innovation. Il n'y a pas que des brevets, il y a d'autres façons de le protéger, mais je veux m'assurer que dans chaque start-up que je finance, il y a au moins deux ou trois innovations vraiment importantes qui sont protégeables. On n'a pas tellement parlé ce soir du travail que fait Silicon Valley Bank, qui est la plus grosse banque d'investissement dans le venture capital. Silicon Valley Bank a inventé le venture lending. Donc, faire des prêts à des sociétés qui en fait perdent de l'argent. Très difficile à faire. La seule façon de le faire, c'est de s'assurer qu'il y a une propriété intellectuelle qui a suffisamment de valeur pour que le prêt
pour que le prêt soit défendable. Donc pour ça, il faut s'assurer que la propriété intellectuelle est bien comprise et protégée. Il faut avoir des outils d'évaluation pour s'assurer qu'il y a un minimum de valeur à ces propriétés intellectuelles. Bon, le monde de IP est très compliqué parce que les lois qui protègent les brevets en particulier sont vétustes. On a donné beaucoup trop de brevets de façon trop libérale, trop tôt. Et maintenant, quand une jeune société veut breveter quelque chose, ça prend des années et des années. Et à une époque où les cycles d'innovation sont de plus en plus courts. Donc on a vraiment l'impression qu'il faut faire une réforme complexe du Patent Office. Bon, maintenant, ça affecte tout le monde. Ça affecte tout le monde, donc ça fait partie des données, des contraintes qu'un capital risqueur doit prendre en compte. À l'époque, Xerox, le problème ne se posait pas. C'était une époque très différente et je n'ai jamais pensé que je pouvais en fait réutiliser la propriété intellectuelle qui appartenait à quelqu'un d'autre. Ce que j'utilisais, c'est des choses développées par Stanford, par Xerox PARC, mais qui étaient dans le domaine public. On va prendre 2 dernières questions, tout au fond. Oui, moi, c'est de nature un peu différente. Vous êtes arrivé dans la vallée avec un background français, un background universitaire. Vous avez trouvé beaucoup de choses sur un plan industriel, de savoir-faire, de CEO. Est-ce que vous êtes tenté à un moment ou à un autre de revenir en France sur un plan politique pour aider l'entreprise high-tech, enfin la sphère high-tech, à profiter de votre expérience? Je sais que vous enseignez, mais sur un plan plus politique, plus global. Sur le plan politique, pas du tout. Je n'hésite pas une seconde, pas une microseconde. Non, j'aimerais pouvoir aider les jeunes ingénieurs qui passent par les mêmes traversées que j'ai connues moi-même. Enfin, j'essaye de les aider. Par exemple, il y a quelques années, nous avons lancé la Société des anciens élèves de mon école, Arts et Métiers, aux États-Unis, American Friends of Arts et Métiers. Et l'idée principale, c'était de faciliter l'accès à la culture américaine et aux opportunités américaines aux jeunes diplômés qui sortent de l'école. Je fais ça avec mon ami Xavier Wortel, par exemple, et quelques autres. Donc c'est ma manière de contribuer à la prochaine génération. Par contre, de faire ça dans un cadre politique, la seule façon dont je pourrais envisager de faire ça, ce serait dans le cadre d'une mission bien précise, précise au point de vue scope et au point de vue durée. J'ai fait quelque chose un petit peu de ce type-là lorsque le président américain s'appelait Bill Clinton et qu'il avait besoin de conseils particuliers dans certains domaines pour quelques années. Ça, j'envisagerais de le faire sur un plan plus large, mais ça n'a rien à voir avec la politique à laquelle vous vous référez. Dernière question. Vous êtes souvent en Chine, est-ce que ça veut dire que l'innovation aujourd'hui se passe en Chine ou dans quelques années ça va être la Chine et que le monde d'ici va bouger avec l'innovation sur la Chine? L'innovation technologique dans cette industrie était unipolaire jusqu'à environ une dizaine d'années, et maintenant c'est une innovation multipolaire. Et la Chine est sans doute le deuxième pôle le plus important dans cette industrie. Et donc, quelqu'un qui fait ce travail ne peut pas ignorer la Chine. Non seulement ça, mais je dirais, doit aller en Chine pour voir ce qui se passe. Et la Chine, c'est bien plus qu'une usine, que l'usine du monde. C'est aussi un environnement innovateur très très porteur. C'est aussi un environnement où les phénomènes de réglementation sont beaucoup moins pesants que ceux qu'on a développés en Europe et même aux États-Unis. Donc la vélocité d'innovation a sans doute un avantage en Chine au point de vue réglementation. Je crois que la Silicon Valley reste un écosystème assez unique, mais la différenciation est de moins en moins visible.
Chaque fois que je vais en Chine, je suis sidéré par les avances qui ont été faites depuis mon dernier voyage. En général, j'y vais 3-4 fois par an, donc ça avance vite. Eric, on va clôturer l'interview. Vous pouvez toujours poser des questions à Eric en one-on-one ensuite. Je ne vais pas te remettre la plaque habituelle de DBF, te remercie parce que je crois que tu en as déjà une, alors je ne vais pas t'encombrer. Mais je voudrais te remercier encore d'être venu. Merci. Il reste à boire et à manger, j'espère. Donc, merci encore.